Marseille, dimanche matin. Le silence qui a suivi le coup de feu dans la chapelle était bien plus lourd que le plomb qui venait de fracasser l'épaule de Pierre. L'écho de la déflagration semblait suspendu sous la voûte, se mêlant à l'odeur des lys et de la poudre à canon. Pierre se tordait sur le sol de marbre, agrippant son épaule. Son sang tachant la pierre immaculée, un contraste saisissant avec les funérailles parfaitement orchestrées qu'il avait lui-même planifiées. Marie, elle, ne hurlait plus. Elle était figée, les yeux courant d'un homme à l'autre, celui qu'elle avait trahi, celle qu'elle avait tourmentée. Moi, Julienne Moretti, je n'ai pas regardé l'assemblée. Je n'ai pas regardé les autres chefs de famille qui observaient la scène avec un mélange de choc et un respect froid et calculateur. Mes yeux n'étaient que pour Sophie. Elle n'avait pas baissé son âme. Sa main était ferme, sa respiration sous contrôle. Elle ressemblait à une statue de vengeance sculptée dans la glace elle-même. « Nikos », ai-je dit calmement, brisant le silence. Le chef de la mafia grecque s'est avancé, un sourire sinistre aux lèvres. « Julien, quel service magnifique. D'habitude, je déteste les enterrements, mais celui-ci, j'ai adoré. » « Videz la salle », ai-je commandé, ma voix basse mais portant jusqu'au dernier banc. « Les familles peuvent attendre dans le hall de réception. Je leur parlerai dans 1 heure. Pour l'instant, c'est une affaire de famille. » Alors que la pièce se vidait, ne laissant que moi, Sophie, les gardes de Nikos et les 2 traîtres, l'atmosphère est passée du choc au jugement. Je me suis approché de Pierre qui haletait. J'ai poussé la jambe de mon ancien meilleur ami du bout de ma botte. « Relevez-le », ai-je ordonné. 2 des hommes de Nikos ont tiré Pierre sur ses genoux. 2 autres ont attrapé Marie. Elle a commencé à pleurer, un son rauque, laid, qui m'a hérissé. « Julien, regarde-moi », a sangloté Marie, le mascara coulant sur son visage, lui donnant l'air d'une clown tragique. C'était lui. Pierre m'a menacé. Il a dit qu'il me tuerait si je ne lui donnais pas tes codes. Je l'ai fait par amour, Julien. Je voulais me sauver, être là pour ta mémoire. Je me suis accroupi pour être à son niveau. J'ai tendrement replacé une mèche de cheveux derrière son oreille. La douceur de mon geste l'a fait sangloter plus fort, pensant que j'allais la pardonner. « Tu sais, Marie, » ai-je dit doucement, j'y ai presque cru, mais ensuite je me suis souvenu de l'enregistrement audio. Tu ne pleurais pas quand tu parlais de redécorer la maison. Tu n'avais pas peur quand tu riais à l'idée de mon corps pourrissant dans l'Atlantique. Je me suis levé, mon visage dur comme la pierre. Tu n'étais pas une victime. Tu étais une investisseuse. Tu as parié contre moi et tu as perdu. Je me suis tourné vers Sophie. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'eux? Sophie a rangé son arme. Elle s'est approchée d'eux, les talons de ses nouvelles bottes claquant en rythme. Elle s'est arrêtée devant Pierre. « Mon père », a-t-elle dit, sa voix calme. Il a supplié pour sa vie dans un entrepôt sur les quais. Il a demandé 5 minutes pour dire au revoir à sa fille au téléphone. Tu lui as dit non. Tu as dit que les morts ne passent pas d'appel. Pierre a craché à ses pieds, même si le défi était faible. Il était faible, tout comme toi. « Je ne suis pas faible, Pierre », a répliqué Sophie, inclinant de la tête. « J'ai vécu dans le giron de la maison de ton ennemi pendant 2 ans. Je t'ai servi du café pendant que tu complotais des meurtres. Je t'ai écouté te vanter de ta brillance pendant que je lavais tes sales assiettes. Et maintenant, c'est moi qui décide si tu vas mourir vidé de ton sang sur ce sol ou non. » Elle s'est tournée vers moi. « Ne les tue pas. » J'ai haussé un sourcil. « La clémence, Sophia, c'est dangereux. »« Pas de la clémence, » a-t-elle corrigé. « Une punition. Si tu les tues, leur souffrance se termine en 1 seconde. Ils deviennent des tragédies. Des martyrs, peut-être. Mais s'ils vivent... » Elle a regardé Marie, dont les yeux s'écarquillaient de confusion. « Dépouillez-les, » a ordonné Sophie. « Pardon ?» a haleté Marie. « Vous l'avez entendu, ai-je dit, faisant un signe aux gardes. « Prenez tout, » a continué Sophie, sa voix gagnant en force. « Les Rolex, les diamants,
les clés des penthouses, l'accès aux comptes offshore, tout. Je veux qu'ils quittent cette église avec rien d'autre que les vêtements qu'ils ont sur le dos. J'ai croisé les bras, intrigué. Et ensuite? Et ensuite, a dit Sophie, un sombre sourire effleurant ses lèvres, on les met sur un avion cargo. Non pas pour les Andes, c'est trop exotique. On les envoie dans une colonie pénitentiaire quelque part au fin fond des territoires du Nord, un endroit où le froid vous mange les os. J'ai un contact là-bas, de l'ancien temps, un homme qui doit une faveur à la famille Levalente. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Des travailleurs non payés, non reconnus, a hurlé Marie. Non, Julien, s'il te plaît, tue-moi juste. S'il te plaît, tue-moi juste. Pour une femme qui avait passé sa vie drapée de soie et se baignant dans du lait importé, la perspective du travail forcé dans le froid glacial était une terreur au-delà de toute compréhension. C'était un démantèlement complet de son identité. J'aime ça, ai-je dit. J'ai fait signe aux gardes. Dégagez-les de ma vue. S'ils parlent, bâconnez-les. S'ils courent, cassez-leur les jambes. Mais gardez-les en vie. Je veux qu'ils se souviennent de ce jour pendant les 40 prochaines années. Alors qu'ils étaient traînés, hurlant, hors de la chapelle, j'ai senti un poids se lever de ma poitrine. Ce n'était pas seulement le poids de la trahison, c'était le poids de la couronne. J'ai réalisé pour la première fois depuis des années que je ne la portais plus seule. Ce dimanche matin, c'est là que l'histoire a vraiment commencé pour moi. Je me souviens de cette nuit. La pluie de Marseille ne nettoyait rien. Elle rendait juste la saleté plus glissante. Les essuie-glaces de ma Rolls-Royce Phantom blindée fendaient le déluge. Il était 2h00 du matin. J'aurais dû être à l'aéroport du Bourget, quelque part près de Paris, en train de négocier une trêve avec les 5 familles de la capitale. Mais l'instinct qui m'avait gardé en vie pendant 34 ans, ce même instinct qui m'avait valu le titre de Capo dei Capi, m'avait hurlé de partir. La réunion m'avait semblé fausse. L'air était trop calme, les poignées de main trop moites. Alors j'avais disparu. J'avais pris un charter privé pour la région PACA sans le dire à personne. Pas même à Marc, mon chef de sécurité. Ne rentre pas par le portail principal, avais-je instruit mon chauffeur, un géant muet nommé Georges. Dépose-moi à l'entrée de service, côté nord. Éteins les lumières. Georges avait acquiescé, ses yeux balayant les rétroviseurs. La voiture avait glissé silencieusement sur l'asphalte mouillé de la longue allée menant au domaine Moretti. La demeure était une forteresse de calcaire et d'architecture gothique, se dressant contre le ciel orageux, comme une bête endormie, l'œil entrouvert. J'étais épuisé. Mon épaule gauche me lançait, là où une balle m'avait frôlé 6 mois plus tôt, un rappel constant du prix de la couronne. Je voulais juste un whisky, une douche chaude et me glisser dans le lit à côté de ma femme Marie. Marie, la fille du sénateur, la femme qui avait apporté une légitimité à mon nom taché de sang. Je suis sorti de la voiture, la pluie trempant instantanément mon manteau de cachemire. J'ai fait signe à Georges de faire le tour et d'attendre. J'ai tapé le code sur le clavier de l'entrée de service. 1985, mon année de naissance. Simple, arrogant, la porte s'est ouverte en cliquant. La cuisine était sombre, éclairée seulement par la faible lueur bleue de réfrigérateurs Sub-Zero et les éclairs qui fusaient dehors à travers les grandes fenêtres. La maison était habituellement silencieuse, mais ce silence-là semblait lourd, oppressant. Ma main a glissé vers ma Beretta, glissée dans ma ceinture. Je me suis déplacé sur le sol de marbre, mes semelles en cuir italien ne faisant aucun bruit. J'étais un prédateur sur mon propre territoire. J'ai tendu la main vers la poignée de la porte qui menait au couloir principal, mais avant que mes doigts ne puissent effleurer le laiton, une ombre s'est détachée du garde-manger. J'ai tiré mon arme dans un flou de mouvement, pointant le silencieux sur le front de la silhouette. « Bouge et tu meurs », ai-je grogné, le tonnerre masquant ma voix. La silhouette n'a pas oscillé, elle n'a pas supplié.
Elle s'est avancée dans le mince rayon de lune projeté par la fenêtre. C'était Sophie. Sophie Dubois, la femme de chambre. La fille discrète aux yeux noisettes qui pliait mes chemises et polissait l'argenterie. Elle était au service de la maison depuis 2 ans, et pendant tout ce temps, je n'étais pas sûr de l'avoir entendu prononcer plus de 10 mots. Oui, monsieur. Non, monsieur. Tout de suite, monsieur. Mais cette nuit-là, elle ne regardait pas le sol. Elle me fixait droit dans le canon de mon arme, sa poitrine haletante, ses cheveux collés à son front comme si elle avait couru. Elle ne portait pas son uniforme. Elle était en t-shirt gris trop grand et en short, pieds nus sur la pierre froide. « Monsieur Moretti » a-t-elle soufflé, sa voix tremblante, mais ses yeux féroces. « Maintenant, j'aimerais vous raconter ce moment de mon point de vue. Mais honnêtement, je pense que ce serait une injustice. C'est la seule fois, peut-être, où j'ai eu une vision claire de ce qui se passait grâce à elle. Donc, ce qui suit, c'est ce qu'elle m'a raconté plus tard, dès son point de vue. Point de vue de Sophie. Mes poumons me brûlaient et chaque battement de mon cœur résonnait dans mes tempes, un tambour chaotique dans la nuit étouffante. J'avais couru comme jamais je n'avais couru auparavant, le long des couloirs silencieux, l'humidité de la pluie sur mon visage et dans mes vêtements légers. J'étais parti, oui, j'avais laissé cette maison maudite, persuadé que mon plan, ou plutôt le leur, était en marche. J'avais la rage au ventre en pensant à ce que j'avais entendu, ce qu'ils allaient me faire, ce qu'il allait arriver à Julienne Moretti. Je devais m'en moquer, n'est-ce pas? C'était le boucher de Marseille, l'homme qui avait détruit ma famille. Mais alors, ma main a effleuré la poche de mon short, mon livre, mon petit cahier de notes, le seul qui me reliait encore à ma vie d'avant. Je l'avais oublié dans la buanderie, une erreur bête, une distraction que je ne pouvais pas me permettre. J'étais revenu, le cœur lourd de cette décision idiote. C'était la seule raison, du moins c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Pas parce que je m'inquiétais pour l'homme qui dormait à l'étage, l'homme que je devais tuer. Non, jamais. En revenant par l'entrée de service, j'ai entendu leur voix. Marie, la femme de Julien, son rire cristallin, teinté d'une jubilation glaçante. Et Pierre, le bras droit de Julien, son meilleur ami, sa voix rauque emplie d'une satisfaction abjecte. J'ai tendu l'oreille collée contre la porte du salon. Mon sang s'est glacé. L'avion, l'accident, l'argent au Caïman, la mort de Julien Moretti. Je me suis caché, le corps tremblant, dans le garde-manger, à côté des conserves de tomates importées et des huiles d'olive hors de prix. Mon cerveau tournait à 100 à l'heure. Ils l'avaient piégé. Ils avaient truqué son jet privé. Il allait mourir. Et moi, j'étais censé jubiler, n'est-ce pas? La vengeance servit sur un plateau. Mais le vide dans ma poitrine, ce n'était pas de la joie. C'était un froid, une terreur sourde. Je l'avais imaginé mort des milliers de fois, de mes propres mains, lentement, douloureusement. Mais pas comme ça, pas comme un pion dans leur jeu de trahison. Et puis il est apparu, comme une ombre, silencieux, dangereux. L'homme que j'étais venu détruire, l'homme que j'avais sauvé, l'homme qui pointait maintenant un pistolet sur ma tête. Monsieur Moretti, ai-je soufflé, le nom si étrange sur ma langue dans cette situation. Mes yeux, j'ai tout donné dans mes yeux. La peur, mais aussi cette urgence désespérée que je portais depuis le début de la nuit. Il n'était pas censé être là. Il était censé être dans un avion, quelque part au-dessus de l'Atlantique, mourant. Et j'étais censé être loin, regrettant mon livre oublié. Il a baissé son arme d'1 millimètre, son doigt toujours sur la gâchette. « Pourquoi es-tu debout, Sophie? Et pourquoi te caches-tu dans le noir? » Je n'ai pas répondu tout de suite. Le protocole. Je devais maintenir mon rôle, la bonne à tout faire silencieuse. Mais j'ai brisé chaque règle en fermant la distance entre nous. Chaque pas était une provocation, un pas vers ma propre mort. Ma petite main cailleuse, des années de ménage, de service, de travail forcé, a agrippé son manteau trempé de pluie.
Vous devez partir, ai-je murmuré. Ma voix était juste un murmure, presque un gémissement. Il a froncé les sourcils. Son regard, froid et dur, m'a transpercé. C'est ma maison. Recule, Sophie. S'il vous plaît, ai-je sifflé, ma poigne se resserrant. Vous ne deviez pas être ici. Le manifeste disait que vous étiez à New York jusqu'à mardi. Les plans changent, a-t-il dit, repoussant ma main. Et là, j'ai compris. Son instinct, le même qu'il avait gardé en vie, l'avait sorti du piège. J'avais sauvé l'homme que je devais tuer. L'ironie était aussi amère que le sang. Je me suis jeté devant lui quand il a voulu ouvrir la porte du salon. Mon dos a heurté le bois avec un bruit sourd. Les larmes me montaient maintenant aux yeux, chaudes et désespérées. « Julien, arrêtez! Si vous sortez par là, vous êtes un homme mort. » Il s'est figé. J'avais utilisé son prénom. Pas Monsieur Moretti, juste Julien. Aucune domestique n'avait jamais utilisé son prénom. Il m'a attrapé par la mâchoire, me forçant à le regarder. De près, je sentais son odeur. Le tabac, la pluie, mais aussi une tension que je ne lui avais jamais sentie auparavant. Il a senti la vanille, il a dit, mais aussi ma terreur. « De quoi parles-tu? » J'ai levé un doigt tremblant vers mes lèvres. « Silence. » Ai-je articulé, l'ordre suspendu dans l'air comme une lame de guillotine. « Écoutez juste. » J'ai tendu la main derrière moi et j'ai entrouvert la porte d'un cheveu. Le son du salon principal a dérivé dans la cuisine. L'acoustique de la villa était conçue pour porter le son des fêtes. Mais ce soir-là, elle y portait une conversation qui l'a frappé plus fort qu'une balle explosive. « Le champagne est frais, ma chérie. On devrait trinquer. » C'était Marie, sa femme. Sa voix n'était pas endormie. Elle était claire, excitée. « À la veuve Moretti, » a répondu une voix rauque et profonde. Je savais cette voix. Pierre le taureau Rousseau, son bras droit, son meilleur ami depuis qu'il volait des enjoliveurs au panier. « À nous !» a ri Marie. Le tintement du cristal a résonné. « Quand la nouvelle tombe-t-elle » a demandé Marie. « L'avion s'est écrasé au-dessus de l'Atlantique il y a 20 minutes, a dit Pierre, le son d'un cigare coupé ponctuant sa phrase. Panne mécanique, tragique. Les corps ne seront probablement jamais retrouvés. J'ai regardé Julien. J'ai vu le sang se retirer de son visage. Le froid de la pluie sur ma peau, je l'ai senti se transformer en glace pour lui. Ils n'avaient pas seulement planifié un coup d'État, ils avaient truqué son jet privé. S'ils n'avaient pas pris le charter, il serait maintenant des débris flottant dans l'océan. Je n'ai plus pleuré. Je le regardais, mes yeux des puits sombres de compréhension. Je lui avais sauvé la vie. Mais pourquoi? La réalisation l'a frappé avec la force d'un coup physique, le faisant reculer d'un pas. Il a regardé la Beretta dans sa main. Elle semblait lourde, maladroite. Il avait assez de balles pour les tuer tous les deux. Il devait les tuer tous les deux. Défoncer la porte, mettre 2 balles dans la poitrine de Pierre et une dans le cœur traître de Marie. Il a fait un pas en avant, la rage l'aveuglant. Ma main s'est refermée sur son poignet. Ma prise était étonnamment forte. « Non » ai-je murmuré, ma voix à peine audible au-dessus du bourdonnement du réfrigérateur. Il m'a regardé avec des yeux fous. « Lâche-moi, je vais les massacrer. » Et après, ai-je lancé, mon murmure coupant comme un rasoir. Pierre a 4 hommes postés au portail principal, 2 dans le jardin. Il n'est pas venu seul. Tu les tues. Son équipe de sécurité arrive et te transforme en gruyère avant que tu ne puisses recharger. Tu es déclaré mort, Julien. La famille fait confiance à Pierre. Si tu apparais maintenant sans renfort, il va retourner à la situation. Il dira que tu es devenu fou. Il te tuera et revendiquera la légitime défense. Il a grincé des dents, les muscles de sa mâchoire tressaillant. J'avais raison. Stratégiquement, j'avais absolument raison. Il était en infériorité numérique, épuisé et officiellement mort. L'élément de surprise était sa seule arme, mais c'était une arme à un coup. « Comment connais-tu la sécurité ?» a-t-il demandé, ses yeux se rétrécissant. Je leur ai servi du café, et je dis simplement. «
Avant de venir me cacher ici, il pense que je suis parti pour la nuit. Pourquoi n'es-tu pas parti? J'ai baissé les yeux, une rougeur me montant aux joues que l'obscurité cachait à peine. Je, j'ai oublié mon livre. Je suis revenu. Je les ai entendus parler. J'ai entendu le plan. Et j'ai attendu. Je vous ai attendu pour vous prévenir ou pour vous pleurer. Quelque chose a changé dans la poitrine de Julien. Une étrange chaleur au milieu de la réalité glaciale de sa vie qui s'effondrait. Retour au point de vue de Julien, je l'ai éloigné de la porte et l'ai traîné vers le garde-manger des domestiques. Un passage étroit bordé d'étagères de pâtes et d'huile importées. Y a-t-il un moyen de sortir sans qu'il nous voie? Ai-je demandé, rangeant mon âme. Je devais réfléchir. J'avais besoin d'une salle de guerre, pas d'une cuisine. La goulotte à linge, a dit Sophie. Elle descend à la cave. Il y a un tunnel d'évacuation qui mène au hangar à bateau. Je l'ai regardé, impressionné. Je ne savais même pas que le tunnel était accessible. Vous possédez la maison, Monsieur Moretti, a-t-elle dit. Un esprit sec remontant à la surface malgré le danger. Vous ne la nettoyez pas. Julien, l'ai-je corrigé. Si on survit à ça, tu m'appelles Julien. Si pays, a-t-elle insisté. Nous nous sommes dirigés vers la buanderie adjacente à la cuisine. Chaque craquement du plancher sonnait comme un coup de feu à mes oreilles. J'entendais toujours le murmure des voix venant du salon. Le rire de Marie, un son que j'aimais autrefois, sonnant maintenant comme le ricanement d'une sorcière. Et les contes? Demandait Marie. J'ai fait une pause, signalant à Sophie de s'arrêter. Il fallait que j'entende ça. Déjà transféré, a répondu Pierre. La banque suisse est débloquée avec ses données biométriques. Ou plutôt, la copie que tu as si gentiment acquise pendant qu'il dormait. J'ai instinctivement touché mon pouce. Marie. Les nuits où elle m'avait tenu la main pendant que je dormais. Les fois où elle avait nettoyé mon téléphone. Elle avait moissonné ma vie numérique, morceau par morceau. Et la domestique, a demandé Pierre. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé Sophie. Elle est devenue rigide. Sophie, a soupiré Marie, l'air ennuyé. C'est une personne sans importance. Une vagabonde. Elle n'a pas de famille, pas d'histoire. Je l'ai virée il y a 1 heure. Je lui ai dit de prendre sa soirée et de ne pas revenir avant lundi. Elle est probablement à mi-chemin de la gare routière. Bien, a grogné Pierre. Les détails sont désagréables. Si elle revient, occupez-vous d'elle. Avec plaisir. Elle est trop jolie pour son propre bien de toute façon. J'ai vu comment Julien la regarde quand il pense que personne ne le voit. J'ai cligné des yeux. J'ai regardé Sophie. Elle fixait le sol, la honte émanant d'elle. L'avais-je regardé? Je pensais avoir été discret. Je pensais juste apprécier son efficacité. Mais peut-être que dans le vide solitaire de mon mariage, mes yeux s'étaient attardés sur la seule douceur de ma vie. Il faut qu'on y aille, a murmuré Sophie, tirant de ma manche. Maintenant, j'ai acquiescé. Nous nous sommes glissés dans la buanderie. J'ai ouvert la goulotte, un carré de métal dans le mur. C'était étroit. Dame d'abord, ai-je marmonné. Sophie n'a pas hésité. Elle a agrippé les bords et a glissé les pieds en premier dans l'obscurité. Un bruit sourd a résonné quelques secondes plus tard. Je l'ai suivi, le métal raclant contre mon costume sur mesure, me plongeant dans l'abîme de ma propre cave. J'ai atterri sur une pile de linge. La cave sentait le détergent et la terre humide. Sophie était déjà à la lourde porte en fer du tunnel d'évacuation, luttant avec le mécanisme rouillé de la roue. « C'est bloqué !» a-t-elle grogné, forçant. Je l'ai écarté. « Laisse-moi. » J'ai saisi la roue, mon épaule a hurlé de protestation. La vieille blessure s'est ravivée, mais j'ai canalisé ma rage dans ma prise et avec un grincement métallique qui a semblé dangereusement fort, la roue a tourné, la porte s'est ouverte en gémissant, révélant un tunnel noir qui sentait l'eau du lac et la pourriture. « Allez !» ai-je commandé. Alors que Sophie s'avançait dans le tunnel, les lumières de la cave se sont soudainement allumées.
Hé! A crié une voix du haut des escaliers. Je me suis retourné, tirant de mon arme. En haut des escaliers de la cave se tenait Léo, un des hommes de main de pierre. Un homme massif tenant une mitraillette. Les yeux de Léo se sont écarquillés. Il fixait un fantôme. Patron, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas offert d'explication. J'ai appuyé 2 fois sur la gâchette. Pac, pac. Le silencieux a fait son travail. Léo s'est effondré, dégringolant les escaliers en bois, atterrissant en un tas à mes pieds. Bouge! Ai-je rugi, poussant Sophie dans le tunnel et claquant la porte en fer derrière nous. J'ai fait tourner la roue, la verrouillant juste au moment où des balles ont commencé à ricocher contre le métal de l'autre côté. Nous étions dans le noir, piégés dans un tunnel sous le domaine, et la chasse venait de commencer. « Où est-ce que ça sort? » ai-je demandé, ma voix résonnant dans cet espace humide. J'ai sorti mon téléphone. Pas de signal. « Le hangar à bateau? » a dit Sophie, sa voix tremblante à nouveau. « Mais Julien, il y a quelque chose que tu dois savoir sur le hangar à bateau. »« Quoi? » ai-je claqué, utilisant la lumière de mon téléphone pour éclairer le chemin. « C'est là que j'habite, a-t-elle dit. Les quartiers des domestiques dans la maison principale avaient de la moisissure. Vous ne saviez pas. Alors, j'ai déménagé dans le loft au-dessus du hangar à bateau il y a 3 mois. C'est là que je garde. » Elle a dégluti difficilement. « Garde quoi? » Elle m'a regardé droit dans les yeux. La lumière bleue du téléphone projetait de longues ombres sur son visage. Le levier, les dossiers. Je me suis arrêté de marcher. Quel dossier, Sophie? Je ne suis pas juste une femme de chambre, Julien, a-t-elle confessé, l'écho du coup de feu résonnant encore dans nos oreilles. Mon vrai nom est Sophia Valente, et mon père était l'homme que tu as tué pour prendre le trône. Je me suis figé. La famille Valente. La guerre de 2018. Je les avais anéantis. Je suis venu ici pour te tuer, a-t-elle dit, des larmes coulant sur son visage. J'ai passé 2 ans à attendre le moment parfait pour empoisonner ton whisky ou t'égorger pendant que tu dormais. J'ai levé mon arme lentement, la visant vers sa poitrine. Donne-moi une seule raison pour laquelle je ne devrais pas finir l'héritage de ton père tout de suite. Parce que... Sophie s'est avancée vers l'arme, sa poitrine touchant le silencieux. Parce que, quelque part en chemin, j'ai cessé de te haïr et j'ai commencé à les voir, Marie et Pierre. Ce sont eux qui ont vendu mon père à toi. J'ai la preuve dans le hangar à bateau. J'ai les enregistrements. J'ai tout. Je l'ai fixé. Les rebondissements venaient trop vite. Ma femme était une traîtresse. Mon meilleur ami était un usurpateur. Et la domestique qui venait de me sauver la vie était de l'affaire de mon plus grand ennemi. Montre-moi où t'es marqué. J'ai baissé mon arme. Mais si tu me trahis, Sophia, je brûlerai cette ville jusqu'aux fondations avec toi dedans. Je sais, a-t-elle murmuré. Je compte dessus. Le tunnel était un cauchemar claustrophobe de gouttes d'eau et de rats qui grouillaient. Je me déplaçais avec l'efficacité d'un soldat, mais mon esprit était en pleine tempête. Sophia Valente, la fille de Carlo Valente, l'homme que j'avais abattu dans un entrepôt en 2018 pour mettre fin à la guerre de 3 ans. Je me suis souvenu des derniers mots de Carlo. Mon sang te noiera. Je n'avais pas réalisé que Carlo le pensait si littéralement. Nous avons atteint la fin du tunnel, une lourde trappe en bois qui s'ouvrait sur le sol du hangar à bateau. Je l'ai poussé, émerge dans l'air frais et moisi du stockage des bateaux. Un élégant aquarama de rivière en acajou flottait dans l'eau, mais Sophie l'a contourné, grimpant une échelle menant au loft. Je l'ai suivi, l'arme tirée, balayant la pièce. C'était un petit espace, humble mais chaleureux. Des livres étaient empilés partout. Un petit lit de camp est caché sous une lame de plancher lâche sous le lit, une boîte métallique verrouillée. Sophie l'a sortie, ses mains tremblantes alors qu'elle tapait une combinaison. Elle a sorti une pile de papier jauni et une clé USB. « Tiens, a-t-elle dit, me les tendant. Regardez les dates. » J'ai scanné les papiers à la faible lumière venant du lac.
Virements bancaires, journaux d'appel, 2018, ai-je marmonné. Avant la fin de la guerre. Pierre donnait tes positions à mon père, a dit Sophie, sa voix vide. Il te voulait mort à l'époque pour prendre le contrôle. Mais tu étais trop bon. Tu as survécu à toutes les embuscades. Alors Pierre a changé de camp, a vendu mon père à toi pour gagner ta confiance et a joué le long terme. Et Marie? Marie était la courtière. Elle couchait avec Pierre avant même de te rencontrer. Elle t'a épousé pour te distraire pendant qu'il vidait tes comptes. J'ai senti la bile monter dans ma gorge, mon mariage entier, ma meilleure amitié. Tout cela n'était qu'une mise en scène. J'ai regardé Sophie. Pourquoi n'as-tu pas utilisé ça pour me détruire? Je te l'ai dit, a-t-elle dit, rencontrant mon regard. Je voulais te tuer moi-même. Mais ensuite, je t'ai observé. Je t'ai vu faire les 100 pas dans la bibliothèque la nuit, portant le poids des familles. Je t'ai vu traiter le personnel avec respect, contrairement à Pierre, qui nous traite comme des meubles. J'ai réalisé que tu n'étais qu'un soldat dans une guerre que tu n'avais pas commencée. Tu as tué mon père. Oui, mais Pierre l'a tué en premier en le trahissant. Un bruit de verre brisé en bas a brisé le moment. Ils sont là, ai-je sifflé. J'ai attrapé la boîte et la clé USB. Le bateau? Trop bruyant, a dit Sophie. Si on démarre le moteur, ils l'entendront de la maison principale. Ils auront des snipers sur la falaise. Alors on nage dans cette tempête? On va se noyer. Les yeux de Sophie ont parcouru la pièce. Les jet skis sous la bâche. J'ai regardé par-dessus la balustrade. 2 jet skis noirs étaient sur le quai. Ils étaient plus rapides, moins visibles, mais exposés. « Tu sais piloter? » ai-je demandé. « J'ai grandi en Sicile, Julien. Je pouvais rouler avant de pouvoir marcher. » « Bien. Prends la tête. Nous nous dirigeons vers le sud en direction des lumières du Vieux-Port, puis nous bifurquons vers le canal industriel. Ne t'arrête pas. Ne regarde pas en arrière. Nous avons dévalé l'échelle. Je l'ai aidé à pousser le premier jet ski à l'eau. Alors que je poussais le second, la porte du hangar à bateau s'est ouverte en trombe. 3 hommes en tenue tactique se sont déversés. Je n'ai pas hésité. J'ai tiré 3 coups. Bam, 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 2 hommes sont tombés. Le 3e s'est jeté derrière une pile de caisses. « Vas-y, ai-je rugi, sautant sur mon jet ski. » Sophie a mis le contact. Le moteur a rugi. Elle a accéléré, filant hors de l'embarcadère et dans l'eau noire et agitée de la Méditerranée. J'ai suivi une fraction de seconde plus tard, juste au moment où des balles commençaient à grignoter le bois du quai derrière moi. La pluie piquait comme des aiguilles. Les vagues faisaient 1 mètre de haut, s'écrasant contre la coque du jet ski. J'ai gardé la tête baissée, suivant la traînée blanche de Sophie. Je pouvais voir des lampes de poche balayer l'eau depuis les falaises au-dessus de mon domaine. Un projecteur du quai privé s'est allumé, balayant l'obscurité. Pop, pop, pop. Des balles ont frappé l'eau autour de nous. Ils tiraient à l'aveugle dans le noir. Sophie a viré brusquement à gauche, nous guidant vers l'ombre d'une immense digue. Elle connaissait le lac mieux que moi. Elle naviguait dans les courantes traîtres avec une intrépidité qui faisait battre mon cœur contre mes côtes, non pas de peur, mais d'adrénaline pure. Nous avons roulé pendant 20 minutes, le froid s'infiltrant dans nos os jusqu'à ce que les lumières du domaine Moretti ne soient qu'une faible lueur à l'horizon. Nous avons ralenti en entrant dans les eaux troubles du canal industriel, une zone bordée d'usines rouillées et d'entrepôts abandonnés. Nous avons coupé les moteurs et avons dérivé sous un quai en bois pourri. Je suis resté là un instant, la poitrine haletante, de l'eau coulant de mon nez. J'ai regardé Sophie. Elle tremblait violemment, son t-shirt gris trempé et collé à sa peau, ses dents claquant. J'ai manœuvré mon ski à côté du sien et j'ai tendu la main, attrapant la sienne. Elle était glaciale. Nous sommes en vie, ai-je dit, ma voix rauque. Sophie m'a regardé, le mascara coulant sur ses joues, ses cheveux en bataille. Elle ressemblait à un rat noyé. Et pourtant, j'ai pensé qu'elle était plus royale que Marie ne l'avait jamais été,
même parée de diamants. Et maintenant, a-t-elle demandé à travers ses dents qui claquaient, tu es mort aux yeux du monde. Tu n'as pas d'argent, pas de soldats, et que les vêtements sur ton dos. J'ai serré sa main. Un sourire sombre et terrifiant s'est dessiné sur mon visage. Le sourire qui avait fait de moi le Dun. Maintenant, ai-je dit, maintenant, nous allons en enfer, et nous recrutons le diable. La planque n'était pas une maison. C'était un sous-sol sous une salle de boxe en déclin, dans les quartiers sud de Marseille, appartenant à un vieil entraîneur irlandais nommé Marcel, à qui je devais la vie 3 fois. Marcel ne posait pas de questions. Il a juste déverrouillé la lourde porte en acier, m'a jeté une trousse de premier secours et une bouteille de Jameson, et est remonté à l'étage pour taper dans un sac de frappe. La pièce était spartiate. Un canapé en cuir, une table, une lampe. J'ai enlevé ma veste de costume et ma chemise abîmée. La blessure par balle à l'épaule, datant de plusieurs mois, me lançait et j'avais une nouvelle entaille au bras à cause de la goulotte à linge. « Assieds-toi », a commandé Sophie. Elle avait trouvé une serviette et s'était séché les cheveux, s'enveloppant dans un des sweats de sport trop grands de Marcel. Je me suis assis sur le bord du canapé. « Je peux le faire. »« Tais-toi, Juano », a-t-elle dit, ouvrant la trousse de premier secours. Elle a versé du whisky sur mon bras. J'ai sifflé, mais ne me suis pas retiré. Elle travaillait avec des mains fermes, cousant la coupure. Le silence entre nous était épais, chargé du traumatisme partagé de la nuit et de l'intimité bizarre de la situation. « Tu as de bonnes mains », ai-je murmuré, la regardant se concentrer. « Je voulais être chirurgien », a dit Sophie, nouant la suture. « Avant la guerre, avant la mort de mon père, et avant qu'on ne perde tout, j'ai fini par frotter les sols à la place. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. J'ai revu les taches sur ses mains, les mêmes que j'avais cru être des marques d'efficacité, de labeur. Elle avait cette finesse, cette précision dans ses gestes qui transcendaient le simple ménage. Elle aurait pu être n'importe qui, faire n'importe quoi, si le destin, ou plutôt ma guerre, ne s'en était pas mêlé. Je me suis demandé ce qu'elle aurait pu devenir, si son chemin n'avait pas croisé le mien. Une question silencieuse, sans réponse, qui s'est ajoutée au tourbillon d'émotions. « Je suis désolé pour ton père. C'était les affaires, mais ça t'a coûté une vie. »« Ça m'a coûté un avenir », a-t-elle corrigé. Elle a levé les yeux, ses yeux noisettes se fixant sur les miens. « Ne me fais pas regretter de t'avoir sauvé, Julien. Je ne le ferai pas. » J'ai tendu la main, ma paume enveloppant sa joue. Sa peau était chaude maintenant. Je ne devrais pas la toucher. Elle était une vulnérabilité. Elle était la fille d'un ennemi. Mais dans ce sous-sol, alors que le monde entier nous traquait, elle était de la seule chose réelle qui me restait. Sophie s'est penchée sur mon contact une seconde, puis s'est retirée, se levant brusquement. La clé USB, nous devons voir ce qu'il y a dessus. J'ai acquiescé, me secouant du moment. J'ai branché la clé USB dans un vieux PC portable poussiéreux que Marcel gardait sur le bureau. Nous avons passé les 3 heures suivantes en silence, faisant défiler les fichiers. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas seulement du vol. C'était un démantèlement systématique de l'Empire Moretti. Pierre avait vendu des routes aux Russes. Il avait compromis les juges que j'avais dans ma poche et Marie. J'ai cliqué sur un fichier vidéo. C'était une séquence granuleuse de la caméra de sécurité de ma propre chambre. Elle montrait Marie et Pierre enlacés dans mon lit. « Il est tellement ennuyeux », disait Marie sur la vidéo, traçant la poitrine de Pierre. « Il parle d'honneur comme si ça payait les factures. J'ai hâte qu'il soit parti. Je vais redécorer toute la maison. Du marbre blanc partout, débarrassé de ce bois sombre déprimant. »« Bientôt, bébé », a ri Pierre. Mardi, l'avion. J'ai claqué l'ordinateur portable. Le boîtier en plastique s'est fissuré sous ma poigne. Je me suis levé, faisant les 100 pas dans la petite pièce comme un tigre en cage. L'humiliation brûlait plus fort que la trahison. Il riait de moi dans mon propre lit. « Il pense que je suis mort », ai-je murmuré.
Ils pensent qu'ils ont gagné. C'est ton avantage, a dit Sophie depuis le canapé. Ils vont devenir négligents. Ils vont célébrer. Quand est l'enterrement? Ai-je demandé. Habituellement 3 jours après un décès, a calculé Sophie. Donc, dimanche. Dimanche, ai-je acquiescé. Un cercueil fermé, évidemment, puisque mon corps est perdu en mer. Je me suis tourné vers Sophie. Sais-tu où traînent les Grecs? Sophie a froncé les sourcils. La famille Costa, ils te détestent. Tu leur as pris le territoire portuaire. Exactement. Ai-je souri. Et ce n'était pas un sourire agréable. Ils me détestent. Mais ils détestent Pierre encore plus. Pierre leur a promis les ports, n'est-ce pas? Dans ses emails. Oui, a acquiescé Sophie, la compréhension se faisant jour. Il a promis de rendre le territoire une fois qu'il aurait pris le contrôle. Mais Pierre est un menteur, ou, ai-je dit, il a déjà vendu les ports aux Russes. Nous avons vu le contrat. Donc, si tu montres aux Grecs que Pierre les a dupés, alors je n'ai pas besoin d'une armée, ai-je conclu. J'ai juste besoin d'allumer une allumette. Pause. Aïe. Bon, à ce stade, vous devez vous dire que l'histoire est complètement dingue, non? Je veux dire, j'étais là, coincé dans un sous-sol miteux à Marseille, avec la fille de l'homme que j'avais tué, qui venait de me sauver la vie. Et cette femme, elle démantelait des conspirations aussi complexes que les miennes, le tout après avoir passé 2 ans à frotter mes sols. Honnêtement, si quelqu'un m'avait raconté ça 6 mois plus tôt, je l'aurais fait jeter dans le vieux port avec des parpaings aux pieds. C'est le genre de choses qui arrivent dans les films, pas dans la vraie vie, surtout pas à moi. Mais peut-être que c'était ça le problème. Ce que je pensais être ma vraie vie était en fait la plus grande mascarade de toutes. Ma femme, mon meilleur ami, et une femme de chambre qui se révèle être une stratégiste brillante, et la fille de mon plus grand ennemi. Vous croyez ça, vous? C'est tellement absurde que ça doit être vrai. En tout cas, ça l'était, et on était loin d'avoir fini. Reprise. La réunion a eu lieu à l'arrière d'un restaurant grec à 4 heures du matin. Je suis entré seul. Je portais des vêtements empruntés, un jean et un blouson de cuir noir de Marcel. Je ressemblais moins à un don et plus à un bagarreur de rue. Nikos Costa, le chef de la mafia grecque, était assis dans une banquette, mangeant du souvlaki. C'était un homme massif avec une barbe comme de la laine d'acier. 4 gardes armés se tenaient autour de lui. Quand je suis entré, les gardes ont instantanément tiré leurs armes. « Tranquille », ai-je dit, levant les mains. « Je suis juste là pour le petit déjeuner. » Nikos m'a fixé, sa fourchette gelée à mi-chemin de sa bouche. « Moretti, tu es mort. J'ai vu les informations. Accident d'avion. » Je me suis amélioré, ai-je dit sans émotion. Je me suis glissé dans la banquette en face de Nikos. « Donne-moi une raison de ne pas te mettre une balle dans la tête toute de suite, » a grogné Nikos, faisant signe à ses hommes de ne pas tirer, mais de maintenir leur viseur. « Parce que je suis le seul qui peut t'empêcher de perdre 10 millions d'euros, ai-je dit. J'ai jeté la clé USB sur la table. « Pierre Rousseau, il t'a promis les Porsche si tu soutenais son coup, n'est-ce pas? » Nikos a plissé les yeux. Peut-être les a-t-il vendus aux frères Volkov hier? Ai-je menti avec fluidité? Enfin, à moitié menti. La corde était en attente, mais Nikos n'avait pas besoin de le savoir. Vérifie les fichiers. Dossier intitulé « Autorité portuaire ». Nikos a fait signe à l'un de ses hommes d'apporter une tablette. Il a branché la clé. Alors qu'il faisait défiler, son visage a pris une teinte violette qui correspondait aux oignons de son assiette. « Ce malaka !» a craché Nikos, claquant son poing sur la table. « Il a juré sur sa mère. » Pierre n'a pas de mère, ai-je dit. Il est né dans un égout. Je me suis penché en avant. Voici le marché, Nikos. Je suis mort. Je reste mort jusqu'à dimanche. Dimanche, à mes funérailles, tous les chefs des 5 familles seront là. Pierre sera là, acceptant la couronne, et je veux que tu me prêtes 10 de tes meilleurs hommes, non pas pour le tuer, juste pour sécuriser le périmètre. Je veux entrer là seul.
Mais je dois savoir que quand je le ferai, ses gardes à l'extérieur ne se précipiteront pas pour le sauver. Et qu'est-ce que j'y gagne? A demandé Nikos, s'essuyant la bouche. Tu auras les porcs, ai-je dit, pour de vrai cette fois, et tu auras le plaisir de regarder Pierre Rousseau supplier. Nikos m'a regardé un long moment, puis il a ri, un son retentissant qui a fait trembler le restaurant. Tu as des couilles, Moretti. J'ai toujours dit ça. Fou, mais des couilles. Et Nikos a tendu une main grasse. Nous avons un marché. Je l'ai serré. Je suis sorti du restaurant à l'aube. Sophie m'attendait dans la vieille Ford Taurus cabossée de Marcel au coin de la rue. Alors? A-t-elle demandé en montant. Nous sommes en affaires, ai-je dit. Je l'ai regardée. Elle semblait épuisée, des cernes sombres sous les yeux, mais elle était toujours là, toujours avec moi. Tu devrais partir, Sophie, ai-je dit doucement. Prendre la voiture, roule vers le Canada. J'ai un compte là-bas auquel je peux te donner accès. Recommence à zéro. Non, a-t-elle dit, passant la vitesse. Pourquoi? Ça devient dangereux maintenant. Des balles vont voler. Je ne te quitte pas, Julien. Pourquoi? Elle m'a regardé et la crudité dans ses yeux m'a coupé le souffle. Parce que tu es la première personne de ma vie qui ne m'a pas menti et parce que je veux voir le visage de Marie quand tu passeras cette porte. J'ai ri, un rire sincère. Tu es vindicative, Sophia Balanci. J'ai appris des meilleurs, a-t-elle souri. Roule, ai-je dit, me penchant en arrière et fermant les yeux. Nous avons des funérailles à assister. Vous feriez confiance à quelqu'un qui a voulu votre mort, vous? Est-ce que cette idée folle d'une alliance avec une ennemie vous semblerait juste ou complètement suicidaire? On était là, dans cette voiture, à foncer vers notre destin, et j'avais l'impression que le monde avait basculé, que toutes les règles que j'avais connues étaient en train de se briser. La semaine qui a suivi fut un tourbillon de reconstruction. Le récit fut habilement échafaudé. L'histoire officielle était que Pierre Rousseau avait tenté un coup d'État et était décédé tragiquement lors d'une fusillade avec des loyalistes. Marie avait fui le pays, couverte de honte. Les 5 familles acceptèrent cette version des faits parce qu'elle maintenait la stabilité et parce que je leur offrais des tarifs avantageux sur les nouvelles routes maritimes que j'avais sécurisées avec les Grecs. Vendredi, le domaine Moretti avait retrouvé un semblant de normalité. Les impacts de balles dans le hangar à bateau étaient réparés. Le personnel, secoué mais loyal, avait repris ses fonctions. Mais le silence dans la maison était différent maintenant. Ce n'était pas le silence lourd et oppressant des secrets. C'était le calme d'un nouveau départ. J'étais dans la bibliothèque, le feu crépitant dans la cheminée. Je versais 2 verres d'un whisky de 1940, une bouteille que j'avais gardée pour mon 10e anniversaire. Mais cette occasion me semblait bien plus digne. J'ai entendu la porte s'ouvrir. Sophia se tenait là. Elle avait troqué l'uniforme de femme de chambre contre un chemisier crème sur mesure et un pantalon anthracite. Elle avait l'air professionnelle, affûtée et d'une beauté à couper le souffle, mais il y avait une valise à la main. Ma main s'est figée au milieu du versement. J'ai posé la bouteille lentement. « Tu vas quelque part? » ai-je demandé, ma voix délibérément neutre. Sophia est entrée dans la pièce, laissant la valise près de la porte. Le compte au Canada est actif. J'ai vérifié ce matin. C'est plus d'argent que je ne pourrais dépenser en 3 vies, Julien. Merci. Tu l'as mérité, ai-je dit. J'ai pris les verres et me suis dirigé vers elle, lui en tendant un. Donc c'est ça. Tu prends l'argent et tu t'en vas. Sophia a pris le verre, faisant tourbillonner le liquide ambré. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. C'était l'accord, non? Je t'aide à reprendre ta vie et tu m'en donnes une nouvelle. Je peux enfin redevenir Sophia Balanci. Je peux aller en Californie ou en Europe. Personne ne me connaît là-bas. Je peux juste être une femme, pas d'une femme de chambre, pas d'une espionne. C'est ce que tu veux? Ai-je demandé, m'approchant. Être juste une femme?
Sophia m'a alors regardé, et le conflit dans ses yeux noisettes était douloureux à voir. Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. C'est ce que je pensais vouloir. Pendant 2 ans, pendant que je frottais tes sols, je rêvais de m'asseoir dans un café à Paris, de lire des livres et de ne plus jamais regarder par-dessus mon épaule. Mais elle a pris une gorgée de whisky, la brûlure semblant lui voler sa résolution. Mais cette semaine, travailler sur la logistique avec toi, négocier avec Nikos, trouver les failles dans la comptabilité, c'était électrique. C'était comme si je me réveillais après un long coma. Je me suis approché d'un pas, envahissant son espace personnel. Il sentait le tabac et la pluie. Tu as l'esprit de ton père, Sophia. Carlo était un stratège brillant. Il était juste entouré de serpents. Tu as son don. Le gaspiller dans un café à Paris serait une tragédie. Et l'alternative? A-t-elle défié, sa voix montant légèrement. Rester ici? Comme quoi? L'ancienne femme de chambre, l'œuvre de charité, la fille de ton ennemi vivant sous ton toit? Non, ai-je dit fermement. Jamais ça. Je suis retourné à mon bureau et j'ai pris un épais dossier en cuir. Je le lui ai tendu. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. Ouvre. Sophia a posé son verre et a ouvert le dossier. C'était un document légal, un accord de partenariat, non pas pour une entreprise, mais pour la fiducie qui possédait toute l'entreprise Moretti. Je restructure, ai-je dit, m'appuyant sur le bord de mon bureau. Le poste de bras droit est obsolète. Il encourage l'ambition et la trahison. Je crée un conseil, une dualité. 2 signatures requises pour chaque décision majeure. L'une est la mienne. Sophia a parcouru le document, ses yeux s'écarquillant. Et l'autre? La tienne, ai-je dit. Elle a laissé tomber le dossier sur le bureau, reculant. Tu es fou. Les 5 familles n'accepteront jamais une femme, surtout une Valente. Elles se révolteront. Quels essais, ai-je haussé les épaules, un éclat dangereux dans les yeux. Elles t'ont vu dans cette église. Elles ont vu qui atterrit. Elles te craignent, Sophia. Et ce qu'elles ne craignent pas, elles le respectent. De plus, avec les Grecs qui nous soutiennent, nous sommes intouchables. Julien, c'est la moitié de ton empire. C'est un empire que je n'aurais pas sans toi, ai-je rétorqué. J'ai de nouveau réduit la distance entre nous, et cette fois, je ne me suis pas arrêté avant d'être à quelques centimètres d'elle. J'ai tendu la main prenant les siennes. Elles étaient encore rugueuses, les callosités des produits de nettoyage s'estompant lentement, mais toujours là, une carte de son histoire. Je ne veux pas d'une subordonnée, Sophia, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure rauque. J'ai eu des subordonnées. J'ai eu une femme qui souriait et acquiesçait et complotait ma mort. Je suis fatigué de regarder par-dessus mon épaule. Je veux regarder à côté de moi et voir la seule personne qui connaît la vérité. La vérité, a-t-elle soufflé, son cœur battant contre ses côtes. La vérité que nous sommes pareils. Ai-je dit, nous sommes tous les deux des fantômes qui refusent de rester morts. Nous sommes tous les deux des monstres créés par cette ville, et nous sommes tous les deux incroyablement seuls. Une larme a glissé sur la joue de Sophia. Il avait raison. L'adrénaline de la chasse l'avait masquée, mais la solitude était un vide béant qu'elle portait depuis la mort de son père. « Je ne peux pas être ta... » Elle a hésité, cherchant le mot juste. « Ta partenaire de vie », a-t-elle murmuré, sa voix tremblante. « Je ne me tairai plus. Je ne veux jamais que tu te taises, ai-je juré. Crie, bats-toi, règne, fais-le juste ici avec moi. » Je me suis penché, mon front reposant sur le sien. « Ne prends pas cet avion, Sophia. Paris est ennuyeux et le café là-bas est surfait. » Un rire a jailli de sa poitrine, un son sincère et chaleureux qui a brisé la tension. Elle m'a regardé, vraiment regardé, et a vu non pas le boucher, mais l'homme qui s'était assis dans un sous-sol avec elle et avait soigné ses blessures. « D'accord, a-t-elle murmuré. « D'accord, je reste. » J'ai expiré un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis une semaine. Je l'ai embrassé alors, un baiser lent et ardent qui avait le goût du whisky et de la promesse.
Ce n'était pas le baiser désespéré et plein d'adrénaline de la planque. C'était délibéré. C'était un contrat signé par le souffle et la peau. Quand nous nous sommes séparés, je me suis dirigé vers le tiroir du bureau et j'ai sorti la boîte de velours. J'ai épinglé le blason Moretti-Valente à son chemisier, juste au-dessus de son cœur. « Bienvenue à la maison, patronne », ai-je souri. Sophia a touché l'épingle, ses doigts effleurant l'or. Elle a regardé la valise près de la porte, puis de nouveau l'homme qui se tenait devant elle. « Une condition », a-t-elle dit, ses yeux se rétrécissant d'un air enjoué, l'esprit vif de retour. « Dis-la. L'aile sud, je la réaménage, je déteste les rideaux. Brûle-les, ai-je ri. Brûle tout si tu veux, tant que tu reconstruis avec moi. » Sophia s'est approchée de la valise, l'a ramassée et me l'a tendue. « Rends-toi utile, Julienne, » a-t-elle souri, se dirigeant vers la porte. « Monte ça. J'ai une réunion avec l'autorité portuaire dans 20 minutes. Nous avons une cargaison à intercepter. » Je l'ai regardé s'éloigner. Le balancement de ses hanches commandait la pièce, le couloir, toute la maison. J'ai ri, secouant la tête en ramassant son sac. La femme de chambre était partie. La reine était arrivée, et pour la première fois de ma vie, le roi était parfaitement heureux de prendre des ordres. Et aujourd'hui, vraiment, je n'en sais rien. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. J'ai trouvé quelqu'un qui me voit, quelqu'un qui me défie, quelqu'un qui ne s'est pas tu. D'autres fois, la cicatrice de la trahison de Marie et Pierre me brûle encore. Est-ce que ce que nous avons bâti avec Sophia est vraiment de l'amour ou une sorte de pacte de survie teinté d'admiration mutuelle et d'une solitude partagée? Nous avons réécrit les règles, oui, mais à quel prix? Rien n'est parfait, rien n'est simple. C'est juste notre vie, complexe et désordonnée, mais c'est la nôtre. Et pour ça, je crois que ça en valait la peine.